Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui, sans vraiment le vouloir, ébranle tout ce que vous croyez savoir de vous-même? Pas par des mots, ni par des gestes, mais simplement par sa présence. Comme si cette personne portait en elle un miroir invisible, reflétant des parties de vous que vous aviez réussi à dissimuler aux yeux du monde, et même aux vôtres. C'est que cela, le véritable visage de ce qu'on appelle une flamme jumelle, selon la pensée de Carl Jung. Rien à voir avec les contes de fées, ni les amours idéalisés qu'on nous vend depuis l'enfance. Non, ce type de connexion, c'est un feu sacré qui brûle tout ce qui n'est pas authentique. Jung n'a jamais parlé de flamme jumelle dans un sens romantique. Pour lui, ce genre de lien n'existe pas pour satisfaire un besoin affectif ou remplir un vide sentimental. Il existe pour une seule raison: vous forcer à devenir pleinement vous-même. C'est ce qu'il appelait le processus d'individuation. Une lente, parfois brutale, déconstruction des identités fabriquées, des masques sociaux et des croyances héritées. La rencontre de cette personne agit comme un catalyseur, un accélérateur d'éveil, pas toujours agréable, rarement doux, mais nécessaire. Ce qui rend ce lien si particulier, c'est qu'il convoque à la surface ce que Jung nommait l'anima et l'animus, les polarités masculines et féminines présentes en chacun de nous. L'anima, chez l'homme, est l'incarnation de son côté féminin, intuitif, sensible, vulnérable. L'animus, chez la femme, est la force, la raison, l'action. Lorsque vous croisez votre flamme jumelle, ce n'est pas seulement une personne extérieure que vous rencontrez, c'est la part de vous-même que vous aviez laissée à l'abandon, le reflet de ce que vous avez étouffé pour tenir debout dans ce monde qui vous impose des rôles, des attitudes et des apparences. Et c'est précisément cette familiarité troublante qui effraie. Car en cette personne, vous ressentez une proximité qui échappe à toute logique. Vous avez beau tenter d'expliquer cette sensation, elle défie les mots. Ce n'est pas simplement de l'attirance, c'est une reconnaissance, celle d'une âme que vous semblez avoir connue depuis toujours. Elle sait où vous êtes brisé, où vous trichez avec vous-même. Elle devine vos peurs et vos rêves tous. Et si cette rencontre a lieu, ce n'est jamais par hasard. Elle surgit au moment où, inconsciemment, vous êtes prêt à être confronté à ce que vous n'osez pas encore affronter. Ce n'est pas une relation faite pour durer dans le confort. C'est une collision, un bouleversement qui vous oblige à abandonner les illusions rassurantes. La flamme jumelle n'entre pas dans votre vie pour vous apaiser, mais pour vous réveiller. Pourquoi fuyons-nous ce que nous désirons le plus? Pourquoi, alors qu'une partie de nous reconnaît cette connexion comme essentielle, l'autre déclenche aussitôt un réflexe de survie? C'est une étrange mécanique intérieure que peu de gens osent regarder en face. Pourtant, elle existe en chacun de nous. Face à cette personne qui voit à travers vos armures, la première impulsion n'est pas de s'abandonner, mais de fuir. La raison est simple, la vulnérabilité extrême effraie. Depuis l'enfance, nous apprenons à bâtir des masques. Celui du fort, du raisonnable, du contrôlé, du séduisant. Des masques qu'on enfile selon les situations et les attentes des autres. Et voilà qu'un être se présente, capable de percevoir au-delà des apparences. Avec elle, impossible de tricher. Aucun artifice ne tient. Cette transparence brutale éveille un vertige intérieur. Ce n'est pas seulement qu'on se sent mis à nu, c'est qu'on réalise qu'on ne sait peut-être même plus qui l'on est sans ces masques. Puis vient ce que Jung appelait l'activation de l'ombre. Toutes ces parties de nous que l'on a enfouies dans les recoins obscurs de notre psyché. Les faiblesses, les colères, les désirs honteux, les blessures jamais guéries. La flamme jumelle, par un mécanisme inconscient, fait remonter ces fragments à la surface.
Elle agit comme un révélateur. Et ce que l'on voit n'est pas toujours beau. Ce n'est pas flatteur. C'est cru, dérangeant. Alors l'esprit, pour se protéger, préfère tourner les talons plutôt que de faire face à ce chaos intérieur. Il y a aussi le mauvais timing, cette ironie cruelle de la vie. Ces connexions surviennent rarement au moment idéal. Elles éclatent souvent quand vous êtes engagé ailleurs, empêtré dans des situations qui vous retiennent, ou encore trop immature émotionnellement pour accueillir un tel bouleversement. Jung savait que l'inconscient a sa propre temporalité, que l'âme est prête bien avant que la raison ne le soit. Cette dissonance crée un décalage insupportable. On voudrait y aller, mais on sait qu'on n'est pas prêt. Et comment ne pas évoquer la peur de l'intensité? Car cette relation ne ressemble à rien de connu. Elle ne se contente pas de frôler la surface. Elle plonge directement dans les profondeurs. Elle remue les fondations de ce que vous croyez être. Elle vous aspire dans un espace où le contrôle n'existe plus. Et ce lâcher-prise radical n'est pas sans danger. On craint de se perdre, de se dissoudre dans cet amour, d'y laisser son identité, de ne plus savoir où commence l'autre et où l'on s'arrête. Alors, on fuit, non pas par lâcheté, mais par instinct de survie. Car parfois, ce n'est pas l'absence d'amour qui nous pousse à partir, c'est l'excès. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, des sensations lancinantes qui ne viennent ni d'une blessure physique, ni d'un manque ordinaire. C'est un mal silencieux, diffus, comme une tension qu'on porte sous la peau, dans la poitrine ou au creux du ventre. Lorsque l'on rejette cette connexion rare, quelque chose en nous reste suspendu, comme un fil coupé dont on continue malgré tout à sentir la vibration. Les premiers symptômes sont souvent étranges. Un réveil au milieu de la nuit avec une sensation d'étouffement, une fatigue sans cause, des palpitations lorsque l'esprit vagabonde, des douleurs physiques sans origine apparente. Le corps, dans son langage primitif, proteste. Jung l'avait pressenti. L'esprit et le corps sont liés par des énergies que la conscience ignore. Lorsqu'une connexion aussi profonde est rompue, l'énergie qui circulait entre deux êtres se replie et se loge dans les recoins de l'âme, cherchant un exutoire. Puis viennent les complexes autonomes, des souvenirs qui s'invitent sans prévenir, au détour d'un lieu, d'une odeur, d'une chanson, des pensées obsessionnelles qui surgissent alors qu'on croyait l'affaire réglée. C'est un parfum qu'on capte dans la rue et qui ramène une scène qu'on n'a jamais vraiment vécue, mais dont l'écho semble familier. Des images qui tournent en boucle dans la tête sans qu'on sache les arrêter. L'esprit devient un théâtre hanté où cette personne rejouera des scènes invisibles, des dialogues muets, des regards croisés dans des rêves flous. Les synchronicités, elles, sont les plus troublantes. Des hasards insistants, répétés, comme des clins d'œil de l'univers qu'on aurait préféré ignorer. Un prénom entendu dans une conversation, une chanson passée à la radio au moment précis où le souvenir revient, une suite de chiffres, un symbole, un livre tombé au hasard sur un passage qui parle exactement de ce que l'on vit. Ces coïncidences ne sont pas innocentes. Elles sont des messages, des rappels que cette histoire n'est pas totalement éteinte, qu'elle survit ailleurs, dans un espace qu'aucune volonté consciente ne contrôle. Et alors s'installe un vide intérieur, une sensation de stagnation invisible. Les choses perdent leur goût, les passions se fanent. On continue de fonctionner, mais en sourdine. C'est comme marcher dans un décor flou, où plus rien ne vous touche vraiment. Une fatigue spirituelle, un sentiment d'être coupé de soi-même. Car au fond, ce n'est pas l'autre qu'on a quitté, c'est une partie de soi qui s'est enfouie avec lui. Enfin, comme une vieille dette qu'on croyait oubliée, les schémas karmiques refont surface. Les vieux scénarios de fuite, de peur, de contrôle.
ce que l'on a refusé d'affronter dans cette relation reviendra sous d'autres formes, d'autres visages, d'autres histoires, mais la même leçon inachevée. On ne sort jamais indemne d'une séparation avec une âme qui nous a vus nus, au-delà des apparences. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que cette douleur est aussi un passage. Une ancienne sagesse enseigne que toute transformation véritable suit un cycle immuable. Dans les traditions alchimiques, Jung l'appelait le chemin du négrido, de l'albédo et du rubédo. 3 étapes qui ne se décident pas, mais se vivent. Tout commence par le négrido. C'est la nuit noire de l'âme. Celle où toutes les illusions que l'on s'était construites sur soi, sur l'amour, sur ce que devrait être la vie, s'effondrent comme un château de sable sous la marée. C'est une chute intérieure, brutale, souvent incomprise de l'entourage. On regarde autour de soi et tout paraît sans substance. Ce qu'on aimait autrefois semble fade. Ce en quoi on croyait ne tient plus debout. Cette désillusion est nécessaire. Elle nettoie l'ancien. Elle dissout les croyances, les attachements, les rêves enfantins qu'on chérissait plus par peur que parfois véritables. Puis, lentement, surgit l'albédo. Après la nuit, un pâle matin. Ce n'est pas encore la lumière éclatante, mais une clarté suffisante pour distinguer ce qui subsiste après le désastre. Ici commence la purification. On se regarde sans phare. On accepte ses failles, ses contradictions. Les masques que l'on portait deviennent inutiles. On apprend à reconstruire, non plus pour plaire ou pour être accepté, mais pour exister selon sa propre nature. Les anciens attachements perdent leur pouvoir. Ce qu'on voulait hier n'a plus d'importance. C'est le moment où l'on cesse de chercher l'autre dans le monde extérieur et où l'on commence à le retrouver en soi. Enfin vient le rubédo, l'œuvre au rouge, la sagesse qui naît de l'acceptation de cette traversée. Ici, la douleur cesse d'être un fardeau et devient un enseignement. On comprend que cette rencontre, aussi brève ou déchirante fût-elle, avait pour but de révéler des forces insoupçonnées. La séparation, loin d'être une défaite, devient la matrice d'une identité plus vaste. On cesse de se débattre contre ce qui fut, et on transforme cette histoire en force intérieure. Le rubédo n'est pas un oubli. C'est un état où l'on peut évoquer cette personne sans se consumer, où le souvenir devient un enseignement au lieu d'une blessure. On découvre qu'au fond, ce n'est pas l'autre qu'on cherchait, mais ce qu'il avait réveillé en nous. Cette part longtemps oubliée, endormie derrière les rôles et les peurs. Et c'est ainsi que l'on renaît. Non pas comme avant, mais enfin complet. Il existe des liens qui, même brisés dans le monde visible, continuent de respirer dans l'invisible. Une séparation physique ne suffit pas toujours à étouffer ce que 2 âmes ont reconnu l'une en l'autre. Après la rupture avec cette flamme jumelle, ce qui persiste ne se limite pas au souvenir. C'est autre chose. Quelque chose de plus étrange, de plus subtil. Des phénomènes qui échappent à la logique et qui pourtant s'insinuent dans le quotidien. Cela commence souvent par des rêves compensatoires, des songes où cette personne revient, parfois sous des formes banales, parfois dans des scènes irréelles. Vous marchez ensemble, vous échangez des mots simples, vous ressentez cette paix perdue que le jour vous refuse. Ces rêves ne sont pas de simples évasions. Jung les considérait comme des messages de l'inconscient, des tentatives de l'âme pour rééquilibrer ce que le conscient a refoulé. Ce sont des fragments de dialogue que l'esprit poursuit en silence, lorsque le corps dort. Puis viennent les synchronicités, ces étranges coïncidences qui s'accumulent, comme si l'univers s'amusait à entretenir le souvenir. Entendre leur prénom dans une conversation anodine, croiser quelqu'un qui leur ressemble, tomber sur un livre, une citation, une chanson dont les mots semblent avoir été écrits pour vous à cet instant précis. Ce ne sont pas des hasards,
Ce sont des échos, des manifestations d'un lien qui n'a pas été dissous, mais simplement déplacé dans un espace que la raison ne maîtrise pas. Parfois, cela prend la forme de ressentis télépathiques. Une pensée soudaine, une sensation sans cause apparente. Comme si, à des kilomètres de là, l'autre personne pensait à vous au même moment. Ces instants sont fugaces, impossibles à prouver, mais si forts qu'ils laissent une trace. Un frisson dans la nuque, un pincement au cœur, le sentiment irrépressible d'être toujours relié. Et il y a ce phénomène étrange que peu de gens osent en nommer l'évolution parallèle. Même séparés, ceux qui ont partagé cette connexion poursuivent des trajectoires étrangement similaires. Ils traversent des épreuves semblables, s'intéressent aux mêmes thèmes, franchissent des caps intérieurs au même rythme, comme si une part d'eux continuait de marcher côte à côte dans un espace invisible. C'est une résonance qui dépasse le temps et les circonstances. Enfin, demeure cette présence constante, pas dans la nostalgie ou le désir, mais comme un compagnon silencieux qu'on sent en soi. Dans les moments d'épreuve ou de joie intense, leur souvenir surgit, non pour troubler, mais pour accompagner. Cette présence ne s'explique pas. Elle ne dépend pas du contact, ni des mots échangés. Elle vit dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif, un lieu où certaines connexions subsistent, indépendamment de la volonté humaine.